Georges en fait la démonstration point par point, en s'appuyant sur des éléments structurels et en particulier sur le grand arc en anse de panier qui couronne la baie centrale, ainsi que celui qui soutient le premier étage avec son culot que vous voyez ici au centre, hein, le culot qui soutient cet arc. Et ces deux arcs sont maintenus à la façade à plusieurs reprises par ce motif d'agrafe cher à Vallin. Georges Barbier-Ludwig montre aussi que le vocabulaire décoratif de cette façade est bien celui de Vallin et que ce vocabulaire décoratif est issu du Moyen-Âge via Viollet-le-Duc et en particulier des travaux de Viollet-le-Duc pour la recréation plus que la restauration du château de Pierrefonds. Et de plus, je vous fais part quand même d'une explication amusante qu'il livre de ces deux motifs décoratifs animaliers du fronton. Ce chat à gauche et ce singe à droite ne serait pas l'illustration d'une quelconque fable, mais d'une personnification servant à une satire dans un style médiéval, sauf qu'ici, il s'agirait d'un sujet d'actualité et local. À cette époque, Gallet se plaignait régulièrement autour de lui de ce que Daume pour la verrerie et Majorelle pour l'ébénisterie le pillait de façon éhontée. Et Vallin, qui faisait maintenant partie du cercle rapproché de Gallet, a forcément entendu ces plaintes et s'est sans doute amusé à représenter ces deux suiveurs de Gallet sous la forme d'animaux qui, si vous me passez l'expression, venaient manger dans la gamelle de Gallet. Ainsi, à gauche, ce chat qui vient piller un nid d'oiseau serait Daume, et à droite, ce singe qui farfouille dans le feuillage à la recherche de fruits serait Majorelle. Il ne s'agit pas d'une invention, mais d'une idée qui a été transmise par Monique Vallin. Alors, évidemment, ce genre de choses était connu de peu de gens, parce qu'il ne s'agissait pas de se fâcher dans une si petite ville, mais qui devait en faire sourire certains, qui connaissaient l'histoire. Et puis, donc, dernier motif qui ne laisse aucun doute, c'est ce grand vitrail qui occupe toute la baie du premier étage et qui représente un arbre dont le tronc se confond avec les montants des vantaux, et dont les racines sont apparentes. Vous ne les voyez sans doute pas très bien, mais sur le vitrail, je vous assure que les racines sont apparentes. Donc, à nouveau, ce motif de l'arbre aux racines apparentes que nous avons déjà vu à plusieurs reprises. Donc, il est pratiquement certain que c'est Vallin qui a donné le thème de l'arbre à Jacques Gruber, qui a été l'auteur du carton définitif. Eh bien, restons encore avec l'architecte Georges Biette, puisque en 1901, il s'est construit un immeuble de rapport, rue de la Commanderie à Nancy, dont il occupait le rez-de-chaussée pour son logement personnel et son cabinet d'architecture. Le cabinet d'architecture se trouvant du côté de l'avant-corps à gauche. Et c'est à nouveau à Vallin qu'il a demandé de composer la façade. Et cette fois, la collaboration de Vallin a été pleinement avouée dans la presse. On y retrouve plusieurs motifs décoratifs néo-médiévaux, communs avec la façade de Gaudin, dont les crosses de jeunes plantes sur la corniche du péristyle, que je vous ai cerclé, et le chat aussi, qui est sur la souche de cheminée. Cette fois, je crois qu'il essaye d'attraper une souris. Mais aussi de nouveaux motifs, comme le chardon, à l'angle de la balustrade de la terrasse de l'avant-corps. Et le chardon, évidemment, je ne vous apprends rien, encore une fois, c'est bien l'emblème de Nancy. Et surtout l'ombelle sur les ferronneries, qui sont très différentes de tout ce qui peut se faire à l'époque. Personne ne fait des ferronneries comme ça, avec de la tôle découpée et des cornières franchement rivetées sur la tôle. Et une plante est représentée, cette fois-ci c'est bien la grande berce du Caucase, qu'on reconnaît assez facilement avec ses grandes feuilles dentelées. Et puis on voit la tige de l'ombelle qui rebondit en quelque sorte dans les espaces vides avant que sa fleur terminale n'éclate. Eh bien, la salle à manger que Vallin avait conçue pour Biette en 1899-1900 se trouvait dans l'appartement au rez-de-chaussée, là où je vous ai entouré, mais patatras, le 11 octobre 1917, pendant un raid aérien allemand, une torpille a détruit les 2 travées droites de l'immeuble et donc la salle à manger dont il ne reste que quelques chaises. C'est pour ça que nous exposons 2 chaises. Il en reste un peu plus en fait.
Après la guerre, par fidélité, Georges Biette a reconstruit entièrement l'immeuble, presque à l'identique. Eh bien, à présent, nous restons à mi-chemin entre l'architecture et la menuiserie. Voyons quelques devantures commerciales de la même époque qui ont été posées au centre-ville et qui ont vraiment popularisé le style de Valin. La première, en 1901, est celle du fournisseur Guccio, du fourreur Guccio, aux 4 rue des Dominicains, c'est-à-dire tout près de la place Stanislas. Sa structure est encore assez raide, mais moderne, dans la mesure où Valin a choisi de mettre en place une unique et très grande vitrine. Alors, comme vous le savez, cette vitrine est passée par différents avatars, plus ou moins heureux. Voilà, je vous en présente un intermédiaire, là, puisque à chaque fois que je viens à Nancy, ça a changé. Et donc, on ne peut pas dire qu'on soit revenu à quelque chose de vraiment identique à l'original, mais on en est plus proche tout de même, sauf la porte d'entrée qui n'est plus qu'une copie, puisque la porte originale se trouve chez un particulier dans l'Oise. Je vais les photographier. Et la même année, Valin a exécuté cette seconde devanture pour le chapelier Aimé Delchard, aux 2 rue Saint-Dizier. Alors cette fois, les formes sont beaucoup plus enveloppantes. Et cette devanture devient le prototype de celle que Valin va dessiner dans les années suivantes pour d'autres commerces. À nouveau, nous retrouvons le laser trilobum, qui est cette fois dans les panneaux en fixé sous verre, mais aussi le thème de l'arbre et de ses racines, qui constitue la porte d'entrée, ainsi que les grilles de protection en lame de métal riveté. Ces grilles de protection, je passais tous les jours quand j'étais collégien, elles formaient la grille d'un jardin sur l'avenue Patton. Puis après, elles ont disparu. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Sa devanture la plus connue, c'est celle de Vaxelaire et compagnie, mais ça n'est pas la plus personnelle, puisqu'elle résulte d'une collaboration avec le jeune architecte Émile André. C'est le père d'Émile André, l'architecte départemental Charles André, qui a été chargé par cette chaîne de magasins de prêt-à-porter établie à Bruxelles de construire ce grand immeuble à structure métallique rue Saint-Jean et rue Rographe. Alors cette grande devanture en acajou de Java sur 2 niveaux a pris comme thème la roue du Pan qui est stylisée sur les grandes fenêtres en boucle du premier étage. Elle a été agrandie à 2 reprises, d'abord sur la droite en englobant l'angle des 2 rues, puis sur la gauche. Mais actuellement, il n'en reste plus que les 4 travées de la rue Rographe qui sont passées par toutes les teintes de marron et de bordeaux, et même, vous vous en souvenez peut-être, une fois en bleu vif. J'ai découvert ça à mon retour de vacances, j'ai freiné brusquement dans la rue, puis j'ai été pousser des cris stridents dans le bureau de l'architecte des bâtiments de France. Et tout ce qu'on a pu obtenir pendant un certain temps, c'était le décapage des grandes céramiques en feuillage en plumage de pan, à la partie supérieure. Et puis ensuite, ça a été repeint à nouveau en différentes couleurs marron. Et Émile André et Eugène Valin ont également été chargés de la décoration intérieure très raffinée de ce magasin, qui était dédié à la mode féminine. Sur la façade, à travers les vitres, là où je vous ai cerclé, on voit l'un des salons d'essayage, comme celui qui est sur la photo de droite. Il y en avait certainement plusieurs identiques. Et les portes battantes que vous voyez en partie, là, à la fois dans le reflet et sur la photo, sont à présent au musée d'Orsay, mais nous allons présenter à notre exposition les 3 portes de la grande armoire qui sont en collection privée. Elles sont restaurées et elles sont absolument magnifiques, j'espère que vous pourrez les voir. Elles sont décorées de clématites. À la partie inférieure, ces fleurs et ces feuilles sont sculptées dans l'épaisseur, comme si c'était une extension de la plate-bande des panneaux. Et à la partie supérieure, elles sont en marqueterie, c'est-à-dire une technique que Valin ne pratiquait pas. Et s'il ne la pratiquait pas, c'est donc que ces panneaux supérieurs ont été exécutés dans un autre atelier d'ébénisterie nancéien que le sien, et probablement d'ailleurs d'après un carton qui a été fourni par Jacques Gruber. Gruber qui avait fait les vitraux des portes battantes aussi, et les clématites c'était vraiment son motif d'élection à Jacques Gruber. Je vous rappelle exactement à la même époque le plafond du Crédit Lyonnais en 1901. Et les orchidées aussi dans le panneau central, motif que Gruber affectionnait également particulièrement. Donc vous voyez, cette œuvre est en partie de Valin. C'est vraiment une collaboration très réussie avec Émile André
Jacques Gruber, mais il y avait aussi une collaboration de Majorelle pour les tissus, plus de différentes autres personnes aussi pour le mobilier volant. Enfin, vraiment un des plus beaux ensembles et des plus raffinés de Nancy de cette époque. Donc, revenons à présent à notre ombelle laser Trilobum et à une série d'aménagements de prestige que je vous présente qui ont été destinés à des clients, à des particuliers. Et pour commencer, ces meubles qui étaient destinés à Jules Crombert, qui était négociant en charbon et qui était un ancien locataire de Valin. Donc la relation entre client et candidat, enfin, exécutant et client n'était pas trop difficile à trouver, hein. Jules Crombert ayant vécu quelques années dans la maison d'Eugène Valin. Et ensuite, il s'est installé, fortune faite dans le commerce du charbon, il s'est fait construire un hôtel particulier sur le boulevard Lebeau, donc pas loin du tout. Alors là, vous voyez l'ombelle qui est abondamment sculptée sur le bois, mais aussi qui est représentée sur les vitraux, certainement des vitraux de Jacques Gruber, qui est peinte également sur les panneaux à la partie supérieure et qui est brodée sur les tissus et qui figure même sur le panneau en bronze du cache-radiateur en bas et à droite. Alors, vous voyez ce bureau ici, hein, le bureau de Jules Crombert. Voilà, il a été réalisé en 2 exemplaires avec des sculptures d'ombelle et nous allons revoir un modèle simplifié un petit peu plus tard. Donc ce fameux laser Trilobum, c'est surtout grâce à ce cadre de glace en staff qu'on a pu l'identifier. Et alors, ça paraît étonnant pour un non-spécialiste comme moi, mais c'est la forme des graines qui a facilité la détermination pour le botaniste. Alors ce cadre en staff, staff ça se reproduit, hein, ça se moule, donc avec un modèle on peut arriver à en faire plusieurs. Valin l'a fait éditer en petite ou moyenne série et il était vendu chez un miroitier lancéen. Et c'est à partir de cette ombelle que Valin a bâti plusieurs meubles en mettant en évidence à chaque fois les racines à la base, les tiges en tant que montants avec des gaines qui soulignent les départs des tiges secondaires et la fleur au sommet. Et avec ses grandes styles ascendantes, son style exprime pleinement l'idée de croissance de la plante et c'est pour cela que je le qualifie à ce stade de style expressif. Néanmoins, à cette même époque, il a aussi produit des meubles qui étaient beaucoup moins ornés, donc moins coûteux, hein, comme cette vitrine d'angle que vous verrez à l'exposition, avec une grande vitre concave que nous présentons. Voilà. Elle est dérivée d'un cabinet dont je vous donne le dessin aquarellé sur la droite. Ce cabinet ayant été conçu pour l'imprimerie, enfin le bureau directorial de l'imprimerie d'Albert Bergeret, rue Lionnois. D'ailleurs, cette vitrine d'angle que vous voyez là sur la gauche, quand elle a été vendue aux États-Unis, elle a été vendue sous le nom de Louis Majorelle. Donc finalement, la femme de ménage qui m'a renseigné là, pour la première fois à la maison Bergeret aurait très bien pu faire une très belle carrière d'experte pour les maisons de vente aux enchères, et pas que aux États-Unis. Valin a poursuivi sa série de salles à manger de prestige avec celle de Tony Dutreux, qui était un ingénieur centralien luxembourgeois qui était très connu dans le monde industriel. Les meubles sont toujours construits sur le principe de l'ombelle et de sa gaine. Mais à ce stade de stylisation, on ne reconnaît plus du tout la plante. Il faut avoir vu les étapes antérieures pour bien comprendre ce que ça signifie au moment où nous le voyons sur cette salle à manger. Et puis, ce n'est pas tout, parce que sur ces meubles, les liaisons entre les différentes parties ont conduit à un travail de sculpture tridimensionnelle énorme. Le meuble est vécu comme un ensemble unitaire, organique. Donc, il est nécessaire de lier entre elles toutes les parties. Donc, travail de sculpture énorme et coûteux. Et de plus, Valin a introduit l'idée de déformation de la matière. Regardez sur cette desserte de cette même salle à manger, comme le pied central semble freiner et séparer en deux l'écoulement vers l'avant du plateau inférieur. Bon, vous allez vous dire, c'est une idée qu'il a dans la tête. Mais non, parce que cette idée de déformation dans la tête, de déformation de la matière, on la retrouve à pas mal d'endroits. Et voilà quelque chose de
plus démonstratif encore, les poignées des tiroirs qui sont sculptés en plein bois donnent réellement l'impression d'avoir attrapé à pleine main une matière et de l'avoir déformée, et que l'effort de traction exercé à l'ouverture de ces tiroirs s'est figé dans les plis qui sont sculptés. Alors, les efforts de traction, d'écoulement, et aussi, toujours sur le buffet, regardez comme la partie supérieure de la niche semble avoir subi un